on est obligé de poursuivre. Donc Oscar Stapel de la STEP, donc qui fait partie de l'Astrodor, va vous parler des lampes LED et des filtres lumineux pour les cultures ornementales. Bonjour. Donc STEP Bretagne, donc on fait partie maintenant d'une structure qui s'appelle Astrodor Loire-Bretagne. Donc c'est une structure qui regroupe 4 stations, donc le KT, la STEP, le CDH Centre et Arc-Chopé-de-la-Loire. Donc moi je suis responsable de la STEP Bretagne et j'aimerais vous présenter le travail qui est fait dans le réseau Astrodor sur donc tout ce qui est filtre lumineux et donc encore la possibilité d'évoluer avec cette technique. Et aussi j'aimerais vous présenter la possibilité de travailler avec l'éclairage LED dans différentes cultures ornementales. Donc d'abord, j'aimerais vous donner quelques notions par rapport à la lumière. C'est très important parce que bon, on parle de plus en plus de certains rayons lumineux qui peuvent influencer l'architecture de la plante. Donc vous voyez ici une partie à gauche, donc invisible. Donc ça c'est plutôt le rayon UV, UVA, UVB. Après, il y a une partie à l'œil visible, donc, qui s'appelle donc, la lumière PAR. Donc, c'est la lumière qui est visible, mais aussi utilisée par la plante pour la photosynthèse. Donc, c'est entre à peu près 400 et 700 nanomètres de longueur d'onde. Et après, on rentre plutôt dans une région avec donc, des rayons infrarouges, donc infrarouges proches et infrarouges plus lointains. Donc ce sont des rayons qui sont beaucoup plus impliqués qui donnent plus de chaleur aussi donc, dans la serre. Vous voyez aussi donc la radiation solaire, donc on voit que la radiation PAR représente donc 34% de la lumière naturelle. Et donc on voit surtout que c'est la lumière PAR qui nous intéresse pour faire pousser les plantes horticoles. Donc par rapport aux filtres lumineux, donc on a testé dans l'Institut technique Astrodor pas mal de différents filtres lumineux pour intervenir sur donc l'architecture de la plante. Donc vous voyez à droite donc les filtres qui sont en ce moment sur le marché. Donc il y a des filtres qui bloquent en fait la lumière rouge lointain. Donc on peut diminuer, donc avec ça on peut par exemple diminuer la température dans la serre. On a aussi des couvertures qui laissent traverser la totalité de la rouge lointaine pour en fait avoir des serres ou des abris chauds, donc qui peuvent aider à chauffer la serre avec la lumière naturelle. Après, donc, on a aussi donc, des filtres infrarouges proches, donc, qui sont encore beaucoup plus performants pour chauffer les serres. Après, donc, on a aussi des filtres ultraviolettes, donc qui bloquent en fait l'ultraviolette dans les serres. Donc, on peut obtenir des plantes plus molles et donc aussi beaucoup plus poussantes. Et on peut donc aussi avoir des filtres qui peuvent bloquer l'UV, faire traverser l'UV dans sa totalité pour obtenir des plantes durcies et plus courtes. Et ensuite, mais bon, je vais parler de ça plus tard, il y a maintenant de nouveaux filtres sur le marché qui peuvent convertir la lumière bleue, par exemple, et vert en rouge et l'UV transformé en bleu. Et ça peut être très intéressant parce qu'en fait, il y a des parties des rayons qui sont moins intéressants pour la croissance de la plante. Et si on peut le convertir dans des rayons qui sont beaucoup plus importants pour la photosynthèse, on a gagné au niveau de la production. Donc à gauche, vous voyez différents matériels sur le marché en ce moment. Donc il y a des couvertures, donc des bâches. Hein, donc on peut couvrir des tunnels de production, donc à 180 microns. Après, donc on a des films polyéthylène qui sont un petit peu moins épaisses. Donc on peut utiliser dans les serres et couvrir une partie des cultures qui sont concernées par une certaine qualité de lumière. Il y a aussi des filets qui sont beaucoup utilisés en ce moment en Israël, avec lesquels on peut aussi intervenir sur la croissance de la plante, donc avec certaines couleurs de filets.
Et ensuite, il y a des peintures, donc le réduit et le transpart. Donc, ce sont des produits d'ombrage qui peuvent aussi apporter une qualité de lumière plus importante dans les serres. Donc, ce n'est pas une craie, un ombrage classique, mais ce sont des peintures avec à haute technologie avec lesquelles on peut aussi intervenir sur la qualité de la lumière dans la serre. Et à la fin, donc, on a des écrans dans les serres qui peuvent laisser transmettre certains rayons lumière qui sont importants pour par exemple, chauffer la serre ou pour aussi donc, intervenir sur la croissance de la plante. Donc, juste un exemple, comment, par exemple, certains rayons peuvent intervenir sur l'architecture de la plante. Donc ici, une plante qui n'est pas occultée par d'autres plantes voisines peuvent normalement se développer normalement quand et dans ce cas-là, la lumière a un ratio rouge moyenne autour de 1. Mais dès qu'il y a une plante qui va occulter une plante donnée, la qualité de la lumière va changer. Donc le rapport entre lumière rouge et rouge moyenne va donc diminuer et la plante va étioler pour dépasser en fait la plante voisine. Donc aujourd'hui, donc ça c'est un phénomène on a découvert une vingtaine d'années et maintenant en horticulture on essaie d'utiliser ce principe dans différents filtres lumineux. Par exemple ici vous voyez 3 différentes couvertures. Donc d'abord une couverture classique où donc la lumière naturelle pénètre dans les tunnels, mais il n'y a pas un changement du ratio rouge moyenne. Et la plante se développe normalement, mais il y a quand même une influence des plantes voisines sur la croissance. Donc en général, la plante a tendance surtout en forte densité, les plantes ont tendance à monter. À côté, vous voyez un tunnel qui est traité avec donc, la peinture réduite ou transpart. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a un changement du ratio entre rouge et rouge lointaine. Donc il y a moins de rouge lointaine qui est en fait absorbé par cette peinture. Et là, on constate déjà qu'il y a une réduction de la croissance de la plante. Et ensuite, à droite, vous voyez une bâche qui s'appelle Solatrol. Donc, c'est une bâche qui est capable d'absorber la majorité, une grande partie de la lumière rouge lointaine. Et là, le rapport est tellement important qu'on peut obtenir donc des plantes plus compactes. Donc ça, ce sont aujourd'hui des produits qui sont sur le marché et on peut employer pour maîtriser la croissance de la plante. Par rapport aux résultats dans le réseau Astrédor, donc, on a donc testé une large gamme de plantes d'ornement, donc de plantes de pépinière, de plantes en pot, de plantes massifs. Et là, on constate sur une majorité des taxons des plantes beaucoup plus compactes, avec donc végétation qui est beaucoup plus verte foncée et surtout sur les plantes de printemps, donc les annuelles, on voit une ramification qui est beaucoup plus remarquable. Après, donc pour le producteur, il y a un aspect qui est très important, c'est qu'on peut économiser réellement le nombre de traitements de régulateurs de croissance sur la plante. Sur certaines cultures, on peut aller même à 5 à 6 applications de régulateurs de croissance. Donc une bâche comme par exemple le Solatrol qui coûte quand même assez cher, on peut dire, on peut déjà rentabiliser la bâche après 3 applications de régulateurs de croissance à une dose homologuée. Donc ça, c'est quand même un outil qui est très, très intéressant pour les producteurs. Donc vous voyez donc aussi qu'il y a certains producteurs, comme par exemple le président de notre station, qui a équipé 50% de son entreprise avec donc une bâche qui absorbe une grande partie de la lumière rouge lointaine. Hein? Oui.
Le gros problème avec donc, les filtres lumineux, et surtout cette bâche RL, c'est qu'il y a une incidence sur la précocité de la floraison. Donc sur les cultures de printemps, il y a un ralentissement de la floraison, et pour la culture d'automne, il y a une accélération de la floraison. Donc il faut quand même, au niveau de la schéma de production, le schéma de production, il faut adapter donc l'implantation. Après, on a aussi donc des filtres UV. Donc là, on voit aussi des résultats, surtout sur jeunes plants de légumes. Avec des cultures sous UV transparentes, on a des jeunes plants beaucoup plus trapus. Et ça, c'est très intéressant parce que pour ce type de culture, donc l'application des régulateurs de croissance, c'est interdit. Donc on a très peu de moyens pour réguler la croissance de ce type de plantes. Donc on a aussi une plante comme un chou ou une salade plus compacte, une plante plus durcie. Et ce qu'on a constaté en pleine terre aussi, c'est une plante qui a subi déjà un certain stress pendant la production en serre, et on voit une meilleure une reprise après transplantation, donc une reprise beaucoup plus rapide. Donc, ce qui est très important avant l'achat d'un filtre lumineux, à mon avis, c'est étudier d'abord donc les profils de transmission. Donc ici, vous voyez le profil de transmission d'une bâche témoin et une bâche qui a une peinture réduite transpare. Vous voyez déjà qu'il y a un blocage au niveau des UV, et il y a donc un rapport, un ratio rouge vingtaine qui change. Donc en faveur, on voit une augmentation du ratio quand on applique ce type de produit comme réduit transpare, qui peut donc déjà donner cette information que avec ce type de produit, on peut intervenir sur la croissance de la plante. Bon, pour le solotro, c'est encore beaucoup plus fort. Donc dans la partie par, vous voyez quand même qu'il y a quand même suffisamment de rayons qui est transmis par la bâche, mais au niveau de la lumière rouge lointaine, il y a une grande partie qui est bloquée, qui explique en fait la complexité de la plante. Et avec les UV, vous voyez déjà dans ces profils de transmission qu'il y a une grande partie de l'UV qui passe par ce type de couverture. Donc, je pense qu'avant achat de différents filtres lumineux, il est très important de demander déjà un profil de transmission établi par quelqu'un qui a un radiospectromètre. Bon, les filtres lumineux qui sont maintenant en développement, j'ai déjà un petit peu expliqué. Donc le red film, le blue film. Donc ce sont des films dans lesquels on peut convertir une partie des rayons qui sont moins importants pour la croissance, plutôt dans des rayons qui sont plus importants, et on peut augmenter la biomasse. Et on peut aussi accélérer la germination ou obtenir une plante qui est un petit peu plus compacte dans le cas d'un film bleu. Mais bon, ce sont encore des couvertures qui sont assez chères, qui sont encore en développement. On passe maintenant à l'éclairage en horticulture avec donc des moyens plutôt artificiels. Donc ça, c'est en fait une autre étape de notre travail. Donc avec nos connaissances maintenant par rapport aux filtres lumineux, il est maintenant très intéressant aussi d'évaluer des nouveaux développements en termes d'éclairage artificiel en horticulture. Ici, vous voyez donc des profils d'émissions de différentes sources d'éclairage. Donc le soleil d'abord, donc vous voyez tout ce par-là, donc en général c'est quand même assez élevé. Une lampe luminescente, on voit déjà que c'est beaucoup plus restreinte, et c'est surtout le rouge, le bleu, le vert et l'orange qui sort. Et donc après vous voyez le HPS, donc un éclairage qui est beaucoup utilisé en horticulture ornementale, où on voit très peu de bleu et de rouge et beaucoup de jaune et d'orange. Et ensuite vous voyez un LED horticole qui est maintenant donc sur le marché, donc ça c'est un LED de Philips, où vous voyez des pics uniquement au niveau du bleu et rouge, et un petit peu de rouge lointaine. Donc ce sont des lampes qui sont maintenant utilisées pour la production, pour obtenir, et ce sont des lampes qui peuvent donner une croissance très importante. Bon, pour vous expliquer d'abord l'utilisation de la lumière par la plante, ce qui est très important de savoir, c'est que la lumière rouge et la lumière bleue est très bien absorbée par les feuilles. Donc vous voyez là-haut, donc dans le graphique, déjà il y a des pics au niveau des régions bleues et rouges. Donc
ces rayons sont déjà bien absorbés. Après, vous voyez aussi au niveau de l'efficience photosynthétique que dans les régions bleues et rouges, la plante est beaucoup plus efficace dans pour accélérer la photosynthèse. Donc vous voyez ici que c'est surtout le rouge et le bleu qui est très important pour la croissance de la plante. Et donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de LED rouge et bleu apparaître dans l'horticulture. Donc, le LED, on peut donc utiliser pour une croissance optimale. Donc, aujourd'hui, on a à notre disposition toutes les couleurs de la région par à notre disposition et on peut donc constituer une certaine recette pour avoir une croissance maximale de la plante. Donc, ici, donc, on a donc incorporé donc, cette notion d'absorption donc des rayons bleus et rouges par la feuille et l'efficience photosynthétique. Par rapport à la qualité de la plante, et ça c'est pour nous, pour les producteurs de plantes en pot, c'est très important. Là, donc, on a aussi à notre disposition des LED qui peuvent émettre de l'UV et de rouge lointaine. Et donc, avec tous ces panels de couleurs, on peut intervenir qualitativement, mais aussi quantitativement sur l'éclairage de différentes cultures. Donc, on peut, par exemple, pour les cultures qui nécessitent une certaine compacité, on peut avoir un éclairage qui comporte un éclairage LED avec UV, rouge lointaine, dans certains ratios, pour optimiser en fait ce qu'on a besoin pour une meilleure qualité de la plante. Bon, on peut aussi utiliser le bleu ou un certain rapport entre rouge et rouge-bleu pour une meilleure ramification. On peut intervenir aussi sur la période de floraison, aussi avec un certain ratio rouge lointaine. Et on peut, de la même façon, on peut aussi intervenir sur la floribondité. Donc, ce sont des critères de qualité de la plante qu'on peut travailler maintenant avec la LED. La LED nous donne beaucoup de possibilités pour avoir un meilleur éclairage pour la plante. Comment? Ah oui. Donc ici, vous voyez une gamme de produits qui est offerte par une société américaine. Donc là-haut, ce sont des couleurs qui sont proposées pour obtenir un certain objectif de production, donc soit une croissance maximale, donc c'est à gauche, ou à droite, vous voyez plutôt dans le bleu pour la production de jeunes plants. En bas, vous voyez donc les gammes de couleurs, ce que vous pouvez utiliser vous-même et vous pouvez constituer vos propres recettes d'éclairage. Donc ça nous permet donc aussi d'avoir un éclairage à la carte pour certaines cultures importantes. Donc les inconvénients de l'éclairage LED, bon, on le sait aujourd'hui, c'est que c'est un investissement très important aujourd'hui, mais pour demain, ça peut devenir accessible. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui est aussi utilisée dans les espaces publics, dans l'industrie automobile, et donc il y a 3 ans, c'était encore inabordable, maintenant ça devient plus abordable pour les grands producteurs, ce que j'ai pu visiter en Hollande et au Danemark. Donc pour demain, il y a encore attendu que, et surtout dans 3 ans, que ces lampes vont de plus en plus se rapprocher des coûts liés à l'achat de l'éclairage HPS. Il y a une évolution très importante dans la technologie LED. Donc aujourd'hui, on a beaucoup à notre disposition des modules en forme plutôt de barres, et on va de plus en plus aussi vers des projecteurs. Et donc avec des projecteurs, on a donc on risque quand même d'avoir donc des systèmes d'éclairage qui vont consommer beaucoup plus d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore diminuer notre facture d'électricité à 30%, mais pour demain, c'est pas sûr. Donc, ce qui est très intéressant, comme j'ai montré avec l'éclairage LED, c'est surtout que la qualité d'éclairage, on peut donc est très spécifique et on peut l'adapter à certaines cultures, par exemple la culture de pied-mère de certaines cultures ou des jeunes plants.
Mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il y a tellement de choix que quand on a fait un choix, on a vraiment... on ne peut plus vraiment changer la culture. Il faut rester dans une certaine une production donnée. Donc, par rapport à l'économie de l'énergie, donc c'est pas sûr. Aujourd'hui, on peut faire des économies, mais pour l'avenir, c'est pas sûr. La durée de vie, c'est très importante de cette technologie. Donc, ça peut aller jusqu'à 50 000 heures d'éclairage. C'est un éclairage monochromatique. Donc, comme j'ai dit, on peut faire des recettes. Et c'est facilement adaptable à différents systèmes de production. Donc, on peut, parce qu'en fait, c'est un éclairage qui ne produit pas de chaleur. Donc, on peut le mettre très proche des cultures. Donc, rapidement, quelques applications. Aujourd'hui, on le voit déjà dans les systèmes multi-étages, surtout en Asie. Donc, j'ai visité quelques plant factories au Japon. C'est très intéressant parce que là, on a vraiment une production qui est très, très maximalisée. Et ce sont surtout des unités de production qui sont très près des grandes villes comme Tokyo. Et donc là, il y a une autre réflexion que bon, il y a peu de terre. Donc les Japonais sont surtout obligés de trouver des façons de produire un petit peu plus industrielles. Après, on voit maintenant aussi l'éclairage LED interrang apparaître dans la culture de tomates et rosiers. Et on voit, notamment au Danemark et en Angleterre, un éclairage fixe, mais mobile, enfin, un éclairage fixe ou mobile dans les cultures de plantes en pot, rosiers par exemple, et les plantes aromatiques. Et pour les plantes aromatiques, l'intérêt c'est surtout d'utiliser des recettes qui augmente en fait le taux de huile essentielle dans les plantes. Et il y a maintenant des essais en cours pour travailler sur ce sujet. Donc les conclusions, donc avec les filtres lumineux et donc l'éclairage LED, donc on peut obtenir une meilleure qualité de lumière. Donc on peut adapter la qualité de la lumière aux besoins de différentes cultures. Donc pour une production végétale optimale ou maximale, donc on peut utiliser des convertisseurs spectrales ou un éclairage LED pour la photosynthèse, donc avec quand même en vue une intensité lumineuse assez importante, donc à 100 micromoles par mètre carré par seconde. Donc ça, c'est maintenant l'unité qui est utilisée, qui rapproche plus le besoin de la plante. Et on peut, en même temps aussi sur la qualité optimale du végétal, donc avec les filtres lumineux, comme j'ai montré, donc rouge mountain, UV, et un éclairage LED avec lequel on peut aussi donc améliorer la qualité de la plante, donc en termes de compacité et en termes de floribondité. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci Oscar. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en, on a un spécialiste avec nous. Oui. Micro. Merci. 100 micromoles par mètre carré, parce que ça me semble un peu, parce que normalement, bon, ça c'est une partie des questions, et vous semble dire que on peut, avec les LED ou avec les combinaisons de LED, avec des panels par exemple, imiter du spectre par. Parce que bon, après tout, on veut que la plante se sente bien parce qu'elle est adaptée à la lumière du soleil. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter le taux, ou est-ce que d'après votre expérience, la plante se sent bien à 100 bon, je vois la qualité qui évolue par le producteur et la qualité est au rendez-vous. Après, si les plantes se sentent bien, je ne sais pas. Il y a des filtres où je sens que les plantes ne se sentent pas très bien. C'est par exemple le filtre qui laisse transmettre la totalité de l'UV dans la culture. Mais bon, après, on cherche une certaine qualité de plante et bon, avec ce qu'on fait aujourd'hui, appliquer les régulateurs de croissance, faire des pincements, j'imagine que la plante ne se sent pas bien non plus. On a vu que, notamment dans les expériences faites en Wageningen aux Pays-Bas, que quand on complètement bloque la partie verte, qui soi-disant n'est pas utilisée,
Il y a eu des déformations et eu Oui. des défaits. Donc il y a Sur eu tomate. quand même sur tomate. Voilà. Oui. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, ce que c'est vrai que le problème avec l'éclairage LED, c'est surtout que les recettes peuvent être très différentes par culture. Par exemple, pour les tomates et pour les rosiers, il y a déjà des recettes qui sont complètement différentes parce qu'on a un objectif de production qui est différent. Donc le vert est peut-être important pour les tomates, mais quand on voit la production de rosiers avec le même type d'éclairage, donc uniquement bleu et rouge, on voit une plante qui est très intéressante au niveau de la commercialisation. Donc je pense que c'est une contrainte de cette technologie, c'est que j'ai peur que chaque espèce a quand même à peu près, ou chaque groupe d'espèces a besoin de sa propre recette d'éclairage. Par rapport à l'intensité lumineuse, plus de 100 micromoles par mètre carré par seconde, on a maintenant un essai en cours depuis juillet. Donc on teste Dipladenia, on teste une espèce modèle, donc la tomate, et là on voit que c'est une intensité suffisante pour une bonne croissance et développement de la plante. On n'exclut pas complètement le soleil. Non, voilà, non. C'est toujours un éclairage en complément. Exactement. Voilà. Oui. Okay. Merci. Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des essais sur des variations de recettes avec les mêmes équipements, donc suivant la saison et suivant les cultures? Est-ce qu'il y a des équipements qui permettent ce genre de choses? Oui, ça c'est une très bonne question, mais c'est très dommage que aujourd'hui ce n'est pas disponible c'est disponible pour la production, mais ça coûte très cher. Donc il y a une société qui s'appelle Heliospectra qui propose des projecteurs avec donc différentes couleurs de LED à haute intensité dans une box. Et avec un iPad, on peut par exemple régler différentes longueurs d'onde suite à une saison ou suite à une autre culture qui est mise en place. Mais aujourd'hui, ce sont des modules qui sont très chers, qui sont aujourd'hui plutôt utilisés pour la recherche en fait. Donc ça peut être disponible pour la production dans l'avenir, mais aujourd'hui c'est encore très cher. Une dernière question peut-être, ou deux questions à la rigueur? Oui, Jean-Charles Rat, tu parlais justement de lumière complémentaire. En termes d'application, elles sont positionnées sur quelle période de journée et sur quelle longueur d'application? Bon, chez nous, donc, on utilise maintenant les LED uniquement donc, à partir de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir. Et donc, c'est maintenant un essai qui est uniquement pour la période hivernale et printemps. Pour l'été, il y a peu d'intérêt d'utiliser ce type de lampe. Mais aujourd'hui, on est plutôt vers l'éclairage dans les périodes plus sombres. Je sais aussi que dans les cultures comme les tomates, aujourd'hui, on ne peut pas cultiver une tomate avec uniquement de l'éclairage LED. On a quand même un éclairage HPS au-dessus de la culture, mais on peut diminuer la densité de l'éclairage HPS en faveur donc de l'éclairage LED dans les rangs pour en fait activer les poumons des tomates. Et donc il y a des producteurs de tomates qui indiquent qu'il y a une augmentation de la production de à peu près 5 à 10%. Et donc apparemment pour une culture de tomates c'est déjà très intéressant. Notre rôle, c'est surtout déjà d'évaluer, de tester de l'éclairage LED qui sont déjà sur le marché. Développer des recettes, c'est un travail de très longue haleine et je pense que c'est plutôt quelque chose qui est développé par exemple, les stations de recherche
qui ont beaucoup plus de moyens pour faire ce type de travail. Et je pense que ça peut aussi être une stratégie d'un groupement de producteurs pour avoir une qualité de produits plus élevée. Donc ça peut être une recette confidentielle. Mais pour nous, en ce moment, donc on a juste obtenu avec 2 autres stations, Arc-Chopé-de-la-Loire et les GE Fleurs de Pente Sud-Ouest, un programme national sur l'éclairage LED. Donc là, on va comparer différents systèmes de LED sur le marché pour une production de jeunes plants, pour les pieds mères, pour voir si on peut augmenter aussi le nombre de boutures par pied mère. Et on va travailler aussi sur l'initiation florale avec différentes couleurs de LED. Ouais, une question là-bas, et puis après on va peut-être arrêter. Ouais, j'avais juste une question par rapport aux ravageurs. C'est-à-dire la gestion des ravageurs est-elle modifiée, et aussi l'implantation des auxiliaires, du coup? Bon, aujourd'hui, on sait que les ravageurs se repèrent surtout dans les cultures en utilisant l'UV. l'UVB, l'UVA, et ils sont pas très perturbés. Maintenant, on se perçoit aussi qu'avec donc uniquement rouge et bleu, les bourdons, par exemple, ont un petit peu plus de mal à polliniser les fleurs. Et donc, il y a maintenant une société qui a trouvé une recette pour en fait éviter ce problème de butinage, quoi. Bon, une dernière question alors, et puis après on arrête. Merci. Dominique Boutillon, horticulteur à Toulouse. Vous avez un ordre d'idée du coût mètre carré, aussi bien des films verts et des LED dans l'état actuel du matériel disponible? Les filtres lumineux, donc une bâche comme le Solatrol, c'est 130%, 30% plus cher qu'une bâche classique, donc c'est pas si important. Par contre, l'éclairage LED, en ce moment, c'est encore très cher. À mon avis, c'est pas encore vraiment accessible pour une production de plantes en pot. On a estimé ça donc avec la société Valoia autour de 150 000 à 200 000 euros par hectare. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement inaccessible. Je peux m'imaginer qu'on peut éclairer, par exemple, une 50 mètres carrés pour une culture à haute valeur ou une culture de pied-mère, où on peut obtenir un rendement très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord à travailler sur donc, les jeunes plants et les pieds-mères, et en espérant que donc, le prix de l'achat de ces technologies sera abordable. Mais ça, il y a plusieurs fournisseurs qui m'ont rassuré que ça va baisser très rapidement maintenant. Donc, parce qu'en fait, c'est une technologie à base de diodes. Et donc, c'est une technologie qui est maintenant tellement banalisée dans la société que ça devient obligatoirement beaucoup plus abordable dans l'avenir. Merci à tous. Donc, on arrête pour une pause et on reprend à 16h30.